En direct. Ouais, c'est bon, on est en live. Ça Voilà. marche. Alors, est-ce que déjà on nous entend? Donc là, on va recevoir normalement une flopée de oui sur le chat. Mais Salut à tous. merci tout le monde. C'est parfait. Donc on nous entend, on nous voit, c'est le principal. Déjà, on peut commencer. Merci Jean d'être présent. On est Avec ensemble plaisir. pour 45 minutes. En une minute, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux rappeler ce que tu fais et ce que vous faites chez Kima? Oui, bien sûr. Je m'occupe d'une partie des investissements startup de Xavier Niel, le fondateur de Free. Et avec Kima, on essaye d'investir dans une centaine d'entrepreneurs par an, des tickets moyens de 150 000 euros, principalement les entrepreneurs francophones de la tech, mais qui peuvent être basés partout dans le monde. Et quand on parle de tickets de 150 000 euros, généralement, c'est un one-off ticket. Donc, on ne réinvestit pas. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un portefeuille de plus de 800 startups au total, dont un peu moins de 600 qui n'ont pas été vendus ou qui n'ont pas mis la clé sous la porte depuis 2010. Ok, super, merci. Pour commencer, moi j'ai une question à te poser. J'ai lu, comme beaucoup de bouquins, Human Machine, et j'ai pas trouvé le chapitre. On est en pandémie mondiale, et ma boîte n'a plus de thunes. Qu'est-ce que je fais? Comment j'organise mon temps? Ce serait quoi, toi, tes recos dans la continuité de ce que tu fais sur Human Machine pour organiser ton temps dans cette période-là en tant qu'entrepreneur? Le piège, quand on est dans des périodes d'incertitude, c'est de se laisser porter par l'incertitude. En fait, quand on est porté par l'activité, par la croissance, par un marché qui est en croissance et tout, on n'a pas le temps de se faire chier, on est tout le temps busy, et donc on passe notre temps à passer d'un sujet à un autre et à avancer, à progresser. Et donc, en fait, plus on est occupé, et plus on est occupé, et plus on réalise des choses, et plus on réalise des choses. Et c'est un espèce de cercle vertueux. Le piège quand on se retrouve en confinement et quand on se retrouve dans la situation dans laquelle on est, c'est regarder un peu le temps que vous passiez sur les réseaux sociaux versus le temps que vous passez sur les réseaux sociaux maintenant. Vous allez voir que vous passez plus de temps sur les news. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Attendez, Ouais. tu veux l'iPad? Tu veux cet iPad? D'accord. Voilà. Tout est normal. Elle est contente, elle a l'iPad. Voilà, elle va pouvoir regarder YouTube Kids. Donc, quand tu es en confinement, tu vas passer plus de temps sur les réseaux sociaux, sur les news, t'es moins dans le jus, t'es moins dans la routine. Et donc, en fait, il faut retrouver un nouveau rythme. Donc, le réflexe numéro un qu'il faut prendre quelque chose d'inattendu, c'est recréer une routine et un rythme autour de ce nouvel élément, de ce nouveau rythme, parce que sinon, on a vite fait de se laisser prendre, quoi. Ouais. Donc là, tu as quand même une réorganisation de ton temps. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs aussi qui, effectivement, on leur dit, nous, d'être pragmatiques et de regarder vraiment, pas la BFM, mais plutôt les news de la BPI, de comment sauver ma boîte, d'être sur ma boîte mail avec mes investisseurs. C'est quand même un peu mieux d'être sur les priorités. Mais on va dire que la semaine dernière, tout le monde a été un peu choqué. Cette semaine, on est plus dans la semaine de prise de décision, d'action. C'est quoi, toi, tes recos d'action que doivent faire les entrepreneurs pendant cette période? Déjà, ce que vous dites à votre portefeuille, est-ce que tu dirais à n'importe quel entrepreneur, là, cette semaine, qu'est-ce que tu dois faire pour avancer? Les choses se font en phase. La première phase qu'on constate chez nos boîtes, c'est d'abord on regarde l'étendue des dégâts immédiats sur le business et ensuite on essaye d'extrapoler ça avec ce que ça peut avoir comme impact potentiel à 3, 6, 9 mois dans le cas typique où l'activité reprend dans 3 mois et met 6 mois à redémarrer, ou le cas affreux où l'activité reprend dans 6 mois et met 6 mois à démarrer. Dans tous les cas, comme on n'a pas de boule de cristal et qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, il faut essayer d'avoir de la visibilité le plus loin possible. Et le plus loin possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire été 2021, automne 2021. Donc toutes les boîtes, à l'heure actuelle, ce qu'elles sont en train de faire, c'est qu'elles sont en train de dessiner leur budget sur un horizon été-automne 2021, avec le pire des cas et le cas de base. Il n'y a pas de meilleur cas. Et elles essayent d'assurer qu'elles ont suffisamment de cash et les reins suffisamment solides pour aller jusqu'à cette période-là. Et donc, la semaine dernière, c'était une semaine où on réorganisait les équipes, où on faisait le point. Et cette semaine, c'est une semaine où on prend des décisions. Nous, hier, on a une boîte qui
à virer, c'est séparé de 30 personnes, et voilà, et tout d'un coup tu passes de 140 à 110, et c'est pas drôle, mais c'est cette semaine-là que ça se fait, et où tu prends les décisions un peu dures et tu les mets en exécution, et puis la semaine prochaine, ça va être la semaine de reboot complète, et voilà quoi. Ouais, d'ailleurs, le reboot, j'ai entendu ton live que tu faisais avec Carlos Diaz, qui est entrepreneur investisseur à San Francisco. Et il disait un truc assez intéressant, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est que les 2 premières années d'un entrepreneur, quel que soit le stade de maturité de sa boîte, c'est quand même de penser au business, de repartir, enfin, d'aller voir ses clients, de tester son offre, etc. On a l'impression que tout le monde enfin, beaucoup vont devoir repartir de zéro, quoi, dans cette période, qu'ils aient des salariés, qu'ils ont déjà du chiffre d'affaires et tout. Est-ce que c'est ton avis, ça va demander pas mal de courage, je pense, aux porteurs de projets de se remettre un peu en phase de recréation, quoi. Moi, je suis beaucoup plus optimiste que la moyenne sur la reprise de l'activité pour une raison simple, c'est que cette crise, elle nous touche tous de l'intérieur et de la même manière. C'est comme quand tu vas à un rendez-vous de prospection commerciale et tu as des gosses en bas âge et tu es en retard au rendez-vous de 5 minutes et tu dis à ton interlocuteur, ah, je suis désolé, j'étais à la bourre, voilà, on a eu du temps à ramener les enfants à l'école, je sais pas quoi. Et que l'interlocuteur te dit, ah ben moi aussi j'ai des enfants. Et tout d'un coup, tu commences à discuter et au lieu de parler de business, tu parles de choses personnelles. Ça crée un lien particulier et ce lien particulier fait que la relation business va en fait prendre une certaine ampleur très vite. Et en fait, tout d'un coup, quand on arrive à créer des liens avec des gens un peu plus forts que les liens business initiaux, on est amené à aller plus vite dans la relation commerciale. Et ben là, on est tous dans la même merde. C'est pas une crise financière à base de subprime qui vient des États-Unis et qui en fait met un coup de froid sur la conso et sur l'ordre mondial, et en fait on est touché par une crise mais qui en fait nous touche que de manière indirecte. Là, on s'est tous pris dans la gueule ce confinement, et donc je pense qu'on va tous être on va tous avoir cette propension à vouloir faire du business, quoi, à vouloir avancer, et donc les uns vont aider les autres et ça va nous créer un cercle vertueux qui va faire qu'on va, je l'espère, redémarrer. Et quel que soit ce qu'on appelle le redémarrage, parce que probablement que les ordres vont changer, mais que le redémarrage va être beaucoup plus actif et volontaire, parce que on est tous dans la même merde et qu'on a tous envie de s'entraider là-dessus, quoi. Ouais. Et parmi ceux qui sont un peu dans la merde, il y en a qui sont peut-être un petit peu plus dans la merde, c'est ceux qui closaient un tour de site, qui étaient en train de closer ou qui étaient en finalisation de financement. Tu dirais quoi à des entrepreneurs qui sont en finalisation d'un tour de seed ou qui venaient de finir un seed? C'est quoi la meilleure posture quand tu es dans un projet? Est-ce que c'est pas de démarrer un projet maintenant de zéro? C'est quoi ton avis, quoi? Écoute, nous, chez Kima, on fait du seed, et effectivement, toutes les boîtes qu'on va financer aujourd'hui, c'est des boîtes qui vont être matures pour lever leur prochain tour de financement courant 2021 ou fin 2020, et donc ce sera le bon moment. Donc nous, on est clairement à l'affût et opportuniste sur les boîtes qui sont en phase de création de produits, création de technologies. Moins sur les boîtes qui ont déjà un produit semi-mature et qui vont faire leur go-to-market. On va peut-être attendre un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que toutes les boîtes qui étaient en phase de go-to-market sont des boîtes qui aujourd'hui sont en difficulté sur leur levée de fonds, versus celles qui étaient en construction de produits et de tech. Et celles-là, elles sont plutôt bien armées, ou plutôt ça va être les boîtes que les investisseurs, business angels vont regarder en priorité. Maintenant, il faut quand même pas se leurrer. Aujourd'hui, la priorité de tous les investisseurs, quels qu'ils soient, c'est de regarder la santé du portefeuille et de fournir du support, qui soit moral ou financier, aux entreprises qu'elles ont déjà financées, quoi. Donc, on est dans une phase attentiste où pendant les 2, 4, 6 semaines qui viennent, il se passera probablement pas grand-chose. Sauf quelques exceptions. Nous, on a des boîtes qui, dans cette crise, vont très bien et sur lesquelles les investisseurs sont ravis de financer. Mais dans la majorité des cas, si vous allez faire un tour de seed ou un petit série A, attendez un peu, quoi. C'est pas le moment de nous contacter, parce que notre bande passante intellectuelle, elle est limitée, et on a du mal à y voir clair. Même nous-mêmes, hein, dans notre esprit, on est plus fatigué, on est plus pris par le quotidien. Toi, comme les autres fonds, on va dire, vous focus aujourd'hui, au moins les prochaines semaines, sur votre portefeuille actuel, la santé de votre portefeuille, accompagner les entrepreneurs du portefeuille.
Ouais, alors, d'abord, on a fait un sondage pour savoir un peu ce qui se passait au sein du portefeuille. Et pour te donner les résultats, on a eu 198 personnes qui ont répondu quand même. Et ces boîtes-là, c'est des boîtes qui ont en moyenne, qui ont au total un peu plus de 500 millions de cash en banque. Donc, ces 200 boîtes, elles ont 500 millions de cash en banque. Elles font plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois et elles ont entre 12 et 16 mois de runway, c'est-à-dire de cash devant elles de cash devant elles. Elles comptent ne perdre que 15% de leur chiffre d'affaires sur les 3 mois qui viennent. Bon, évidemment, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu optimistes, ces boîtes, par rapport à la réalité du business. Donc, on va voir ce qui se passe. Globalement, dans un univers dans lequel il y avait déjà du cash, et en plus en Europe, ce qui se passe, c'est qu'on brûle moins d'argent qu'aux États-Unis. Je pense que nos boîtes sont un peu plus armées face à la crise par rapport à des environnements comme les US ou les UK ou même l'Allemagne, qui sont très consuméristes et qu'en fait brûlent une tonne de cash et qui vont avoir du mal à ajuster leur burn. Donc là aujourd'hui sur ces boîtes-là, ce qu'on va faire avec toutes ces boîtes du portefeuille, on fait des webinars comme aujourd'hui avec toi, tu vois, parce qu'on est content d'aider l'écosystème dans son ensemble. Moi, je fais un petit live tous les jours parce que c'est bien de pouvoir répondre aux questions aux questions des gens en live, de tous ces gens qui sont confinés et qui sont un peu seuls. Et puis, on va sortir la semaine prochaine, grâce à Alexis, notre autre partenaire chez Kima, qui est une brute en tech, une plateforme sur laquelle on va organiser des webinars entre les startups sur des sujets précis et sur laquelle on va release un wiki sur lequel les entrepreneurs vont pouvoir partager leurs connaissances et leurs best practices sur tous les sujets du moment, quoi. Trop cool, trop cool. Et puis cette logique, justement, vous allez communiquer, mais toi, tu disais, on a un nombre d'invests, on fait une centaine de boîtes par an. Tu penses que cette année, du coup, ça va vous impacter le nombre de boîtes, enfin votre rythme et votre test d'investissement même? Ce qui s'est passé sur les 15 derniers jours, c'est que toutes les boîtes auprès desquelles on avait dit qu'on allait s'investir, chez qui on allait investir, se sont mis à closer leur tour très 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 vite, tu vois, pour éviter le cash crunch. Et donc, je crois, je te dis pas de conneries, je pense qu'on a closé 15 deals les 2 dernières semaines. Donc, moi, j'ai closé un deal et demi tous les jours, quoi. Donc, on a été très très actifs. Ça veut dire que notre portefeuille et attendez, tu vois, je vais te faire ça en live parce que j'ai la partie accounting de Kima et combien on a déployé. Report, cash out last quarter. On doit être à. Alors, je sais qu'on a investi à ce stade, on va être à peu près à la fin avril, on aura investi pas loin de 5 millions d'euros. Et 5 millions d'euros, c'est un tiers de l'année. Un tiers de l'année à même pas, tu vois, à un tiers de l'année, quoi. Donc, on sera pile dans les clous. Je pense que de avril à juillet, août, ça va un petit peu se calmer. Mais globalement, on reste quand même opportuniste, quoi. Ce serait une énorme connerie en tout cas, de pas proactivement continuer d'activer le deal flow. Parce que sinon, on va se rouiller, quoi. Et rouiller, c'est quand même affreux dans ce métier. Ouais, clairement. Donc, tu continues à activer le deal flow. Peut-être que les décisions d'investissement seront plus longues que d'habitude, quoi. Justement, tes avis sur ce que tu vois dans l'écosystème. Nous, de ce qu'on voit et de ce qu'on a pu un peu sonder, c'est que pour l'instant, pas mal de fonds, tous vont se focaliser sur leur portefeuille actuel, mais ceux qui avaient des deals en cours les font et les respectent. Est-ce que c'est le cas de tout le monde, respecte les deals sur lesquels ils s'étaient engagés, on va dire le dernier mois ou les 2 derniers mois? Qu'est-ce que tu vois là sur les 10 premiers jours post-crise de ce qui se passe sur ce thème-là? Dans la majorité des cas, les gens ont suivi leurs engagements. Ça, c'est un fait. Et c'est notamment parce que aujourd'hui, le métier du capital risque en France, il est assez professionnalisé. Il y a quand même beaucoup de monde qui sont là depuis quelques temps et qui savent que la réputation, elle est très, 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 très importante dans ces moments de crise. Et après, on a quelques exemples de fonds qui font vraiment de la merde. Pas beaucoup, heureusement, mais on sait qui ils sont, on a les noms et on les partagera volontiers dans notre petite liste pour nos entrepreneurs quand ce sera le moment.
On est dans un écosystème assez petit, tout se sait, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même des business angels. Nous, ce qu'on a constaté aussi, c'est des gens qui se retirent au dernier moment. Bon, c'est assez à la marge, mais des business angels qui ont pris cher en bourse et qui du coup Ouais. disent bon bah non, 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 pas pour moi, je suis désolé, bon courage quoi. Mais là, comme c'est pas des investisseurs professionnels, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, Écoute, ouais, alors ça c'est vrai. Mais les business angels, en fait, bon, les business angels la situation de cash fait qu'ils sont, bon, d'abord, ils sont moins professionnalisés que les VC, donc ils vont avoir probablement des comportements un petit peu hâtifs qu'on n'a pas prévus et évidemment on peut les blâmer pour ça et en même temps c'est humain dans le stress, les gens, tu vois, les gens surréagissent et donc peuvent se retirer. Comme tu dis, ils ont une problématique de cash. Mais nous, on ne reproche pas aux business angels qui avaient dit ah ouais, ça m'intéresse, ok, je vais me committer, mais bon, tu sentais qu'ils étaient encore sur la brèche, que ces gens-là se retirent. Je te dis pas que c'est pas grave, mais c'est compréhensible. Le problématique que nous on constate sur la manière dont certains business angels ou investisseurs se comportent aujourd'hui, c'est que c'est le comportement avec lequel ils se retirent. Tu vois, tu es en interaction avec des entrepreneurs qui sont en train de vivre un moment hyper difficile de leur vie d'entrepreneur. Contrairement à toi, investisseur, c'est tout leur patrimoine, toute leur énergie des derniers mois, des dernières années et des prochaines années, hein, elle est là-dedans. Putain, la base, c'est que tu fais gaffe à la manière dont tu interagis avec eux et notamment si tu te retires, si tu leur dis non, ton job, c'est de garantir un atterrissage qui, même s'il est en catastrophe, soit pas trop violent. Et donc, les investisseurs qui se retirent doivent faire très, très, très attention à la manière dont ils se comportent avec les entrepreneurs auprès desquels ils vont malheureusement supprimer leur commitment, quoi. Ouais, je suis d'accord. On va prendre les questions après, mais j'ai peut-être une question sur toi. Ce que tu penses, on a dans notre écosystème une particularité, c'est qu'on a un organisme très souverain, la BPI, qui est hyper actif pendant cette période. Ce matin, même Cédrico a annoncé le déploiement de 4 milliards d'euros. Et de ce que je comprends, c'est que la BPI va même investir en direct. Il n'y a pas que du financement, mais il y a de l'investissement direct qui est à prévoir, notamment potentiellement sur des bridges en obligations convertibles qui va déployer la BPI. Ouais. On suit au jour le jour, on va savoir comment ça se passe. D'ailleurs, le décret chômage partiel sortirait jeudi soir ou vendredi matin, des dernières news qu'on a, etc. Donc c'est un peu au jour le jour. Je vous invite à vraiment bien regarder tout ça. D'ailleurs, on a un article, un blog qui résume toutes les aides. Mais sur la partie BPI, est-ce que vous conseillez, vous, bon, déjà, c'est quoi ton avis sur la BPI qui participe comme ça à l'effort de guerre de soutenir notre écosystème par rapport à d'autres qui sont peut-être moins, où il y a moins de participation de l'État sur ce qui se passe en ce moment? Écoute, on peut phosphorer pendant des heures, se gratter la tête en se disant est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, machin. Est-ce qu'on est en train de se mettre en hibernation? Est-ce qu'on est en train de se mettre en perfusion? Est-ce que c'est de l'acharnement thérapeutique? Est-ce que moi, je ne peux que féliciter la réactivité, l'engagement, la puissance avec laquelle le gouvernement et BPI se positionnent face à cette crise. Je trouve ça exceptionnel. Je pense que ça va être très, 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 très dur en interne pour les gens qui bossent chez BPI en ce moment de faire face à ça. J'aimerais pas être à leur place. Ils doivent s'en prendre, mais dans la gueule, mais toute la journée. Et d'ailleurs, je me demande si la BPI devrait pas ouvrir un appel à projet pour que des développeurs viennent les aider à moderniser leur process interne de prise de décision, parce que je sais pas comment ils font actuellement entre leur Outlook, mail, Word, les conneries, ça doit être un bordel, mais ça doit être dingue. Donc non, c'est très bien. Et ensuite, bien sûr, comme tout est fait de perfusion forcée, ça veut dire que tu ouvres les vannes pour pas tout le monde, mais un peu tout le monde, parce que t'es pas là pour faire une sélection. C'est pas une boîte de nuit BPI. Hein. BPI, c'est un parc ouvert au public, et donc globalement, si ton chien est tenu en laisse et si tu te comportes bien, tu as le droit de rentrer, quoi. Donc il y a pas de videur à l'entrée. Tout le monde va pouvoir être un peu financé. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en ai aucune idée. On verra les effets de bord après, mais on va pas quand même cracher sur la gueule de BPI qui fait un effort considérable et moi je trouve vaillant face à cette crise, quoi. Ouais, et qui deviennent co-investisseurs de plein de boîtes, du coup, s'ils ont des OT. Pas grave ça. Parce qu'ils sont très deal makers BPI. On a, je pense, à part
un cas ou deux où il y a eu des problèmes de compréhension interne au sein de la BPI, vis-à-vis de la boîte et tout. Moi, j'ai jamais un entrepreneur qui m'a dit à cause de BPI, j'ai pas pu closer, ou ils m'ont fait un sale coup, ou ils ont pas voulu signer la doc, ou ils ont absolument voulu telle clause sur laquelle ils ont pas voulu revenir. C'est hyper rare. On arrive toujours à des solutions avec eux. Donc moi, je suis pas inquiet qu'ils soient dans le capital de ces boîtes. BPI, c'est des deal makers, c'est pas des deal breakers, et ça l'a jamais vraiment été. Hein. Ouais, et petite question sur ton portefeuille, sur les boîtes qui sont peut-être en difficulté de cash, qui ont des besoins. Là, tu vas évidemment les encourager à aller chercher tout ce qui est possible sur la BPI et potentiellement, est-ce que tu serais capable avec Kima d'investir, de co-investir avec la BPI s'il y a des solutions d'effet de levier public ou bancaire par rapport à même un investissement mineur que vous referiez pour avoir ce runway que tu disais jusqu'en potentiellement été 2021? Alors, on n'envoie pas nos boîtes chez BPI, elles y vont toutes seules. Donc ça, c'est quand même elles ont le réflexe déjà. Et concernant notre capacité de réinvestissement, aujourd'hui, on a un manque de visibilité sur ce que ça représenterait. Le truc, c'est qu'on veut pas juste, enfin, tu vois, je reprends l'image de la boîte de nuit. Tu vois, on veut pas que Kima devienne une boîte de nuit où on te dit toi tu rentres pas, quoi. Donc, soit on est capable de mettre quelque chose qui fonctionne at scale et qui ait du sens et même du sens économique, hein, tu vois, parce que moi mon job c'est que on ne peut investir dans les startups françaises que si je fais gagner de l'argent avec Xavier sur Kima et heureusement ça marche jusqu'à présent, mais il faut qu'on fasse attention à ça, tu vois. C'est un modèle où ça ne marche que si on gagne de l'argent, quoi. Donc, on va voir le rationnel. Pour l'instant, notre ligne de conduite, ça a toujours été de n'investir qu'une seule fois parce que c'est difficile d'avoir une politique de refinancement sur 800 boîtes, enfin sur 600 boîtes actives du portefeuille. Si on se rend compte que ça a du sens, on le fera. Si ça fonctionne pas, malheureusement, on le fera pas, quoi. Ok, j'essaie de réunir les questions. Je vais commencer à en poser de ce qu'il y avait dans le chat, dans l'onglet questions. D'abord, il y a la question des valos. Est-ce que toi, tu penses, bon, déjà, les valos vont être des prochains deals, je pense, vont être ramenés un peu vers le bas. On parle de 50%. Là, ça dépend des domaines, des secteurs. Qu'est-ce que tu en penses sur à court terme et puis même à moyen long terme? On était parti, beaucoup de gens parlaient des valorisations qui explosaient, des startups qui étaient très chères, etc. Est-ce qu'on va revenir à un monde un peu plus les pieds sur terre sur la valorisation des boîtes, même si c'est des boîtes technologiques du futur et prometteurs, etc., la croissance? Comment tu vois ça sur le court terme et puis même le moyen terme? La raison pour laquelle on dit à nos boîtes d'avoir du runway jusqu'à l'été ou l'automne 2021, c'est justement parce que comme les niveaux de valo vont en fait, c'est toujours la même chose, hein. Tu as moins t'as de croissance, moins t'as de cash investi, plus les valos sont basses, tu vois. Donc les ratios sont les mêmes. Tu vas toujours céder entre 15 et 25% de ta boîte, mais au lieu de lever 5 millions, tu vas lever 3. Au lieu de lever 3, tu vas lever 1,5. Au lieu de lever X, tu vas lever, tu vois, X moins entre 30 et 50%. Donc c'est pas une question d'ownership, c'est une question de montant. Les montants vont baisser, mécaniquement les valos vont baisser. Si tu peux t'acheter 6, 9, 12 mois ou 18 mois de cash, tu vas pouvoir revenir à des niveaux de valorisation et à une santé du marché qui fait que les gens vont être d'accord pour investir plus d'argent sur de meilleures valorisations. Donc en fait, aujourd'hui, cette bataille contre le temps, c'est juste une bataille contre combien les gens vont être prêts à investir dans ta boîte à l'heure actuelle, quoi. Et la difficulté, c'est que moins tu investis en venture, c'est assez mécanique. C'est si tu veux nourrir l'ambition, il faut que tu la nourrisses avec du cash, parce que c'est ce cash qui permet aux entrepreneurs de prendre du risque et qui fait que soit ils vont se cracher de manière monumentale, ça va être affreux, mais en même temps, c'est la vie du venture, soit ils vont créer des choses extraordinaires, quoi. Et donc, le piège de cette crise, c'est en fait de retomber dans un cycle de financement où on donne peu de moyens à des entrepreneurs de faire de grandes choses. Et ça, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, mais heureusement, les fonds de la place ont quand même pas mal de cash, ou en tout cas les LP se sont beaucoup engagés auprès d'eux. Et donc d'ici un an et demi, on va revenir sur des niveaux de montants investis qui vont devenir plus importants. Mais le piège actuel, c'est que les niveaux investis ne permettent pas de nourrir l'ambition. Ouais, et du coup, ça va être potentiellement une réplique sismique dans 2, 3 ans sur les boîtes, notamment aussi sur le fait que les fonds ont un business model qui va aussi être impacté, peut-être moins de rachats ou au contraire, est-ce que d'investir dans des boîtes moins chères, c'est une opportunité pour les VC au sens large ces prochains mois? Tu le vois comment, toi?
il y a deux manières de voir le commerce. Il y a une manière, je caricature un peu, mais opportuniste ou optimiste. Tu as des gens, ils débarquent dans un coin et puis ils voient une belle pièce, ils disent waouh, ça c'est sympa, j'adore. Et c'est pas une question de prix, c'est une question de, ils veulent ça, tu vois. Et ils adorent. Et t'as ceux qui regardent toujours les biens en fonction de putain combien je pourrais négocier ce truc-là. Et donc en fait c'est ça la typologie d'investisseurs qu'on a sur le marché. Je pense que plus tu te rapproches du private equity et plus tu es opportuniste, plus tu te rapproches du venture au sens seed et plus tu es optimiste. Et donc il faut faire attention que ce comportement optimiste de négociation à tout prix ne tourne pas, ne crée pas de friction sur le marché et font que les gens vont rentrer pour des questions de prix au lieu de rentrer pour des questions de conviction. Tu vois, dans le venture, tu rentres par conviction, tu rentres pas par prix parce que de toute manière, le prix que tu payes, il est trop cher, quoi qu'il arrive. Donc, il faudra faire attention à ça. Il faudra faire attention à ça. Et d'ailleurs, sur les LP, il y a des questions, pas mal de gens sur les limited partners qui investissent dans des fonds. Bon, vous en avez qu'un. Je ne sais pas d'ailleurs quel est son point de vue sur ce qui se passe actuellement pour l'écosystème startup. Ce serait peut-être intéressant de savoir. Mais sur les LP, l'ambiance générale sur les LP, c'est quoi que tu vois, la contraction qui va s'opérer peut-être ces prochains mois? Ils vont attendre de voir regagner de l'argent en bourse. Comment ça va se passer? Tu as un avis là-dessus? Normalement, les LP se sont engagés, donc ils doivent virer l'argent quand on leur demande. Donc pour les gens qui savent pas, les LP s'engagent à investir dans les fonds, mais donc les LP c'est les gens qui investissent dans les fonds et ces gens-là ne décaissent pas tout l'argent tout de suite dans les fonds. En fait, c'est ce qu'on appelle des capital calls. Donc les GP, les fonds, disent aux LP salut, on va faire un investissement, j'ai besoin de X millions et hop, les LP virent l'argent. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les VC font très très attention à pas demander trop de cash à leur LP, parce que leurs LP font attention à leur cash à l'heure actuelle. Et normalement, à mesure que le temps passe, les LP vont être en position de tenir leurs engagements. La difficulté qui va se poser, c'est que tant qu'il n'y aura pas de retour sur le marché du venture, et tant que les LP n'auront pas retrouvé une sérénité sur leurs autres classes d'actifs, est-ce qu'ils vont continuer d'investir dans les fonds de venture? C'est pas certain ou pas avec la même appétence et la même force, quoi. Donc on va probablement, je ne sais pas, on va voir. Est-ce que le marché va se contracter un peu à ce niveau-là? C'est une question ouverte à laquelle j'ai pas la réponse malheureusement. Ok. Et du coup, par rapport à ça, au fait que l'investissement sera plus compliqué déjà à très court terme, même très compliqué, voire frisé, et plus compliqué, les modèles de financement vont évoluer. Des entrepreneurs, du coup, il va falloir repenser le modèle de création d'une startup et pas aller chercher, on parlait de la course à la levée, la course au financement, mais plutôt être très rapide sur l'acquisition de clients et être très très orienté business, quoi, et être très pragmatique sur voilà, Ce qui est bien pour les francophones en plus, hein, parce que aux États-Unis, c'est business first, c'est assez transactionnel, malgré le semblant de bons sentiments et la disponibilité des gens. C'est des gens qui veulent faire du business, quoi. Et voilà. En France, on est assez puritain, quoi. Tu vois, on est là, le produit, le design, on fait gaffe. Et en fait, on a moins cette âme de vendeur. Et donc, moi, j'espère effectivement que cette situation va pousser les gens qui osaient pas sortir vendre leurs produits, finalement fassent des efforts qui leur donnent le goût de la vente et que ça crée une nouvelle génération d'entrepreneurs et de vendeurs qu'on va pouvoir recycler à mesure que le temps passe et donc créer une culture un peu plus agressive en France au niveau de la vente. Ouais. Ouais, donc même des entrepreneurs qui étaient en cours de levée, qui comptaient lever d'ici l'été, il va falloir qu'ils repensent un peu leur modèle et forcément qui ne comptent pas sur les investisseurs. Bah, Donc, ouais, comment tu bah, tout de même, globalement, enfin, tu vois, quand tu demandes à Xavier comment est-ce qu'on devient riche, il dit bah le mieux c'est de pas te diluer, quoi. Le meilleur moyen de pas te diluer, c'est de faire du cash, c'est de pas faire appel à des investisseurs. Nous on est dans une position assez paradoxale parce que notre modèle c'est d'investir dans des boîtes qui perdent de l'argent et c'est parce qu'elles perdent de l'argent qu'elles ont besoin de notre argent. Ou parce qu'elles ont l'ambition d'accélérer plus vite que ce que leur rythme commercial leur permet de faire. Et en même temps, la raison d'exister d'un business, c'est de servir des clients qui payent pour un produit qu'ils aiment utiliser, quoi. Tu vois, c'est quand même l'aspect fondamental de tout business. Donc,
C'est la base. Mais on va peut-être revenir à cette base-là et il y aura peut-être moins de financement aussi de projets dont on va tester des produits, des projets aussi. D'ailleurs, sur l'aspect levée de fonds, il y avait une question qui remonte pas mal. Attends, j'aimerais juste te poser deux, trois questions sur l'organisation, parce que ça, c'est des questions qui remontent. Et puis toi, tu es quand même très focus sur la productivité, etc. Bon, Uh-huh. c'est tricky parce que tu le vis toi-même. Je pense que tout est, comme tu dis, les régimes minces, c'est pas comme les régimes minceurs, etc. Il faut s'adapter et sa productivité, elle est conséquente de ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Mais c'est quoi tes conseils justement pour être productif? Parce qu'on peut vite, quand on est entrepreneur dans cette période-là, imaginons qu'on ait des enfants en plus, etc. On est confiné, on est en famille, on n'arrive pas à bosser, ces équipes sont un peu à droite à gauche. Est-ce que tu as des marottes, des techniques, des choses que tu dirais aux entrepreneurs pour être productifs pendant cette période, justement, se focus sur les priorités de la boîte, le refinancement, etc. Je ne sais plus, j'avais vu un tweet passer qui me disait avec le confinement, le principe d'équilibre vie perso, vie pro s'efface. J'ai bien aimé parce que c'est assez vrai. Moi, ce que j'ai appris la semaine dernière, c'est d'abord couper tout accès aux réseaux sociaux et aux news pendant qu'on bosse, parce que sinon, un, ça devient anxiogène, et deux, ça crée beaucoup de distractions. Donc, on fait attention à ça. Deux, créer des espaces clairs de responsabilité avec son conjoint vis-à-vis de la maison, vis-à-vis de la famille, etc. Parce que toutes les zones qui ne sont pas définies sont des zones de conflit potentiel. Et déjà, le confinement crée un problème d'espace vis-à-vis de l'autre. Moi, par exemple, si je vous parle, j'ai un micro de podcast qui fait que mes enfants peuvent jouer à côté, ça va pas être trop problématique. Mais ils sont là quand même, tu vois. Et j'ai ce bruit de fond des enfants qui jouent. Donc, et ça rajoute une charge mentale qu'on accumule. Et si on n'a pas organisé le reste, c'est un peu chaud. Donc, faire gaffe. Donc, bien déterminer les tâches avec chacun. Laisser chacun aussi avec son espace, donc à un moment donné que la personne puisse avoir 1 heure, 2 heures, 3 heures seule, soit pour faire ses calls, soit pour se détendre, soit pour faire autre chose, mais donc retrouver un espace intime, privé, perso, qui t'appartient, parce qu'on peut pas juste vivre les uns sur les autres toute la journée. Voilà. Et après, bon, moi je fonctionne en phases, donc des phases productives où je vais mettre sur mes emails, sur mes to-do, et je vais faire que ça. Des phases interactives où je vais enchaîner les calls, et ça c'est plutôt l'après-midi. Et il faut faire ça. Après, quand on est avec un casque, qu'on se prend des calls Zoom toute la journée ou des webinars ou je ne sais quoi, je pense que c'est assez fatigant. Et donc, faites attention de ne pas juste enchaîner ça toute la journée, parce que ça va vous... Enfin, c'est clair. Enfin, moi, ça me crève, hein, mais après, je sais pas pour les autres, hein, mais c'est fatigant, quoi. Donc, Ouais, voilà, les quelques principes de base. Et après, faire un peu de sport, tu vois. Par exemple, j'ai pas encore créé de routine de sport. C'est l'objectif de de ce milieu fin de semaine. Donc, trouver même ces 15-20 minutes par jour pour faire un peu d'exercice. Voilà, et faire attention à la manière dont on se nourrit. Ouais, ouais, et pas perdre de temps. Si j'ajoutais un truc, c'est pas perdre de temps justement à prendre plein d'infos, de plein de trucs, des rumeurs de est-ce que le confinement va durer, des sondages de machin, etc. Faut être hyper pragmatique. Je pense que sinon c'est de la fatigue intellectuelle qui s'accumule. Je suis d'accord, Euh, je suis d'accord. Hmm. Peut-être sur la partie secteur d'activité qui peuvent tirer leur épingle du jeu dans cette période. T'en parlais au tout début du call. Il y a des entrepreneurs qui sont dans le travel en ce moment. Je pense que c'est un peu complexe. Ouais. À l'inverse, est-ce qu'il y a des secteurs qui peuvent être porteurs pour des entrepreneurs pendant cette période-là? Écoute, tout ce qui est lié à tout ce qui est dev tool, mobile consumer, en fait, tout ce qui est lié à des produits purement virtuels et dont on a l'usage chez soi ou on a l'usage chez soi, évidemment, tu vois, il y a des trucs à faire. Euh, Mais tu sais, dans le travel, on a closé un tour il y a pas longtemps dans une boîte qui s'appelle Weekender. Moi, je suis pas ravi que ce soit avec moi, mais la période actuelle, c'est parfait pour eux. Ils vont pouvoir recruter des développeurs, bosser sur le produit, et ils seront tranquilles pour leur sortie publique dans 6 mois, quoi. Tu vois, ils vont pouvoir rester focus. Donc,
Donc, je suis pas très inquiet là-dessus. Pareil chez Impala ou Duffel dans notre capital, dans notre portefeuille, qui ont beaucoup de cash en banque et qui ont l'opportunité de créer des choses, quoi. Donc, on n'investira pas dans le travel tout de suite, on n'investira pas dans le retail tout de suite. Donc il y a des secteurs évidemment on n'investira pas tout de suite, on sera un peu attentiste, mais tout le reste on regarde et après s'il y a une opportunité de bâtir un produit pendant 6-9 mois avant que ça reprenne, on se positionnera maintenant. Il faut pas rester fermé à un secteur en particulier et on n'aime pas voir cette crise comme des opportunités de choses qui vont émerger. Tu regardes House Party ça existe depuis 2011, c'était un truc pour les kids qui se faisaient chier de 19 à 21 heures. Bah là, quand tu te fais chier en confinement ou quand t'es pas avec tes proches, tu utilises House Party. Mais à la fin du confinement, est-ce que House Party a une raison d'exister? Pas du tout, tu vois. House Party va se faire supplanter par d'autres activités qu'on préférera faire plutôt que rester planté devant son téléphone en synchrone avec 8 personnes dans une room à 20 heures pendant que tu regardes le journal de TF1, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. il faut faire attention à l'opportunisme. Il faut faire attention. Ouais, en plus, je pense qu'après cette crise, là, les apéros post-crise vont être assez prisés. Grave. Ouais. Sur l'aspect justement sectoriel, il y a des entreprises qui au contraire sont dans le même secteur, voire qui sont concurrentes. Comment on voit la concurrence? Parce que bon, il y a des boîtes qui vont voir des concurrents peut-être mourir pendant cette période, donc c'est peut-être une opportunité pour elles. Mais est-ce qu'il y a des opportunités de rapprochement? C'est une question qui est posée dans le chat. Potentiellement, on ne sait pas, on va voir. C'est quoi ton gut là-dessus? Probablement. La difficulté quand tu es entrepreneur, c'est que tu es entrepreneur parce que tu veux être maître chez toi. Et donc, merger des activités entre deux entrepreneurs, c'est merger deux égos qui avaient déjà du mal à coexister avec les autres avec les autres cofondateurs. Donc, c'est toujours un exercice très délicat. Maintenant, si dans une crise, ça révèle un entrepreneur qui est beaucoup plus fort qu'un autre et donc que ça cristallise un rapprochement qui sera fructueux parce que la situation le montre, c'est génial, quoi. Mais on fait toujours très attention sur les rapprochements entre jeunes boîtes parce que en réalité, il n'y a pas de CEO dans une boîte. Donc ça veut dire il faut qu'il y en ait un qui abandonne sa place et qui laisse pleinement la place à l'autre pour gérer l'entité composée. Ouais, c'est clair. Je pose du coq à l'âne, mais on reste sur les secteurs. C'est vrai qu'hier, on était avec Marc Ménassé, il nous disait que lui, il adorait la food tech et les boîtes qui ont un vrai impact, où il y a direct du business, de la tech for good, tech for trust, enfin tous les trucs à impact social ou environnemental ou autre. C'est vrai que c'est une des grosses tendances qui était déjà dans les tendances 2020 d'investissement. Tu penses que ça va vraiment beaucoup s'accélérer, justement ces investissements dans ces boîtes qui ont un vrai impact direct sur les consommateurs, l'environnement, etc. Surtout qu'on est tous touchés sur cette crise en disant bah, c'est notre mode de consommation qui déconne. Du coup, je vais consommer mieux et du coup, je vais utiliser des apps ou des outils ou de la tech qui favorisent ça. Le trend, il a existé, il est en croissance, il va continuer de croître. Est-ce qu'il va s'accélérer, est-ce qu'il va s'accentuer? J'y crois pas parce que je pense qu'on est quand même des animaux assez résistants à l'effort et que si on devait faire les choses bien, on mangerait tous des produits locaux, naturels et on donnerait à nos associations de quartier et on trierait nos poubelles et c'est pas le cas de tout le monde. Donc il faut pas non plus, tu vois, rentrer dans une espèce de fantasme. Tout d'un coup, le monde change et les gens deviennent responsables. On n'est pas responsable par nature, on est assez responsable. Depuis que l'homme a découvert le feu, il est irresponsable. Donc on va pas, tu vois, ça va pas changer demain. Maintenant, c'est un trend en croissance qui va probablement s'accélérer un petit peu, quoi. S'accélérer à quelle vitesse, je sais pas. Mais s'accélérer, c'est certain. Et en tout cas, il y a beaucoup de gens qui probablement n'avaient pas pris conscience avant, qui vont en prendre conscience maintenant. Ça va être intéressant de voir comment ça se cristallise tout ça. Ouais, et puis il y a des gens qui parlent du secteur de l'EdTech, qui est un secteur qui évolue assez difficilement. Mais aujourd'hui, on voit que on est limite. L'éducation nationale essaye de suivre sur ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est vraiment laborieux. La plateforme, elle plante tout le temps. Il y a des profs qui n'arrivent pas à rester en contact avec leurs élèves. Ils se font des Skype, mais bon, va sortir ton élève de terminale pour un cours de maths à 9 heures par Skype, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des opportunités de business potentielles et puis des startups qui peuvent créer des solutions EdTech en remote pour l'école de demain? Ce sera peut-être pas physique 100%. Et c'est peut-être ça nous a accéléré, on a gagné un petit peu de temps grâce à cause de cette crise, quoi.
La tech, c'est difficile, hein. Nous, on en a fait, hein. On a investi en Open Classroom, on a investi dans Classroom, et on voit dans School Move, et le go-to-market en EdTech, il est difficile, tu vois, parce que soit tu dois dealer avec des organisations tierces, donc c'est jamais une relation directe avec l'intervenant. C'est dans Open Classroom, tu vas signer avec des boîtes qui vont offrir ça à leurs employés. Dans le cadre de Classroom, tu vas devoir intégrer des écoles en passant par les parents d'élèves ou en passant par les profs. Dans le cadre d'un School Move, le gamin, il va prendre sa révision, mais qui paye, c'est le parent. C'est déjà difficile de vendre un produit à quelqu'un. Putain, s'il faut passer par un tiers, c'est super compliqué. Donc là, peut-être que cette crise, c'est aussi le moment de se poser la question de comment est-ce que tu fais en EdTech pour créer des choses. On est dans l'Alilo aussi, pour créer des modèles de distribution qui scale, tu vois, la EdTech qui scale. Et putain, il y en a pas beaucoup, tu vois. Parle-moi d'une boîte qui en 3 ans est passée de 0 à 100 millions d'utilisateurs et qui a tout pété. À part en compte, il y en a pas, quoi, tu vois. Alors oui, tu vas me dire, il y a Duolingo et des trucs comme ça, mais qu'est-ce que c'est difficile. Donc moi, j'adore la tech par principe parce que je trouve ça beau comme secteur, mais qu'est-ce que c'est dur, putain, quoi. Enfin, Ouais. voilà. Ouais. On verra. De toute façon, qui verra sur ça, sur les secteurs qui sont en panne, parce qu'on nous pose beaucoup des questions, mobilité, travel, hospitality, etc. Ce serait quoi ton message sur la reprise? Tu penses que ça va être fort quand on va sortir, ça va être progressif, les budgets vont se remettre, les boîtes qui sont en B2B, est-ce qu'il va y avoir quand même si on sort de la crise, un temps de latence pour de l'acquisition commerciale nouvelle? Comment tu sens les choses, toi, sur tes boîtes qui sont dans ce secteur et... J'en ai aucune idée. Je suis désolé, j'aimerais bien te donner une tendance ou une prévision où je te dirais, putain, je suis sûr, ça va être comme ça. Putain, je sais pas, quoi. J'en ai strictement aucune idée. C'est la difficulté tu vois, les startups sont malheureusement souffrent d'un premier élément dans leur business qui est un élément d'incertitude sur énormément de paramètres. Et là, on a rajouté, c'est un peu l'incertitude au carré, quoi, cette période de crise. Donc, et dans l'incertitude, ce qu'il faut, c'est essayer de garder les yeux sur la route et pas de se dire non, mais je sais que le prochain obstacle, il est dans 300 mètres, donc pendant 300 mètres, tu fermes les yeux. Et puis après, on va y revenir, quoi. Donc, attention aux prévisions. J'en ai aucune idée. Je sais pas te dire. Je peux pas te dire. Ouais, et puis c'est Je, ce je, qu'on se disait je, je pense avant le juste que call. comme on est tous dans la merde, et le fait qu'on soit tous dans cette même merde fait qu'on va avoir envie de faire du business ensemble et de se serrer les coudes, et que j'espère que ça va accélérer les choses d'un point de vue commercial. Ouais, faut s'accrocher à cet optimisme et faire ce qu'on a dit aussi un peu avant le call. On disait, faut se méfier des gens qui savent pendant cette période, parce que absolument personne ne sait, même les entrepreneurs qui ont connu les crises d'avant ou les VC qui ont connu avant. C'est tellement sans commune mesure qu'il faut plutôt être pragmatique et pas forcément suivre des boules de cristal, quoi. Marc Simoncini, hier, il disait, alors attends, je vais trouver son tweet parce que c'était Ouais, il disait aux 3 crises qu'il a vécues que celle-là, ça va faire mal. Bon, il était assez pessimiste, quoi. Si c'est ce tweet. c'était exactement ça. C'était en gros, il va être atroce, et puis tout d'un coup, tu as plein de likes, plein de retweets, etc. D'abord, je pense il faut analyser la situation. Elle est différente, et comme elle est différente, peut-être qu'elle est plus violente à l'entrée, mais peut-être qu'elle va être aussi plus rapide à la sortie. Tu vois, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Tu vois, et, et oui, c'est unique. Oui, c'est intense. Oui, c'est difficile. Il y a des vies en jeu. Donc, tu vois, ça touche quand même probablement l'angoisse la plus profonde qu'on a tous. Et en même temps, il y a probablement plein d'éléments positifs là-dedans. La réactivité avec laquelle le gouvernement et BPI refinancent les startups, le fait que les gens ont envie de faire du business, ont envie de s'en sortir, et donc comme on est tous dans la même merde, on va avoir envie d'y aller. Le fait que les investisseurs, ils ont des commitments, ils ont de l'argent, ils ont des fonds, ils vont pouvoir réinvestir. Le fait que à toute crise, ça crée un effet de recyclage qui fait que comme on était à court de talents, et ben probablement que des boîtes qui vont malheureusement mettre la clé sous la porte vont aider des talents à se recycler dans d'autres boîtes. Moi, je suis pas, je
je suis probablement trop optimiste par nature, hein, mais je pense qu'il faut faire attention c'est important d'analyser le passé pour pouvoir comprendre le futur, mais en revanche, le sentiment tu vois, J plus un mois ou plus 2 semaines du début de la crise, il faut faire très très attention. C'est encore fragile comme situation et comme analyse à faire. Vaut mieux être pragmatique. Je pense que c'est le mot de la fin pour les Ah, c'est entrepreneurs. pas le mot de la main. Moi, j'ai prévu de répondre à toutes les questions qui sont là parce que j'ai pas envie de les lâcher. C'est pas sympa. Ça te va? Vas-y. On se les fait tous? Vas-y, carrément. Allez. Alexandre Léger demande quelles infos est-ce qu'on a sur l'ambiance chez les LP. Je vais être honnête avec toi, j'en ai pas beaucoup des infos. En revanche, les GP, donc ceux qui sont les fonds qui demandent de l'argent aux LP, font attention à pas trop demander trop d'argent à leur LP maintenant ou de manière raisonnée parce que les LP, ils ont les mêmes problèmes de cash que tout le monde et donc il faut faire gaffe. Adrien, que dire des entrepreneurs qui ont des œillères sur les valos? Et pourquoi se positionner constamment en VC basher? Le VC a un business model aussi. Que dire des entrepreneurs qui ont des œillères sur les valos? Écoute, je sais pas. Nous, ce qu'on constate, c'est quand on a des entrepreneurs qui sont très arc-boutés sur des sujets, on essaye de. Alors malheureusement, on peut pas se mettre en live dans une pièce autour d'une table, mais on essaie d'abord de comprendre d'où vient cette perception et après comment est-ce qu'on se positionne par rapport à cette perception pour probablement leur faire entendre la manière dont nous on perçoit la chose, quoi. Et on constate que si on arrive à recréer un lien de communication avec des entrepreneurs un peu plus à l'écoute d'un côté et de l'autre, on arrive à converger. Pas toujours, mais c'est le cas, quoi. Et après, pourquoi se positionner constamment en VC basher? Écoute, moi, cette position, je l'ai prise en 2013, entre 2013 et 2015, au moment où je quittais la levée de fonds et je voulais rejoindre les VC. J'avais fait 1000 rendez-vous avec des investisseurs à l'époque, quand j'étais leveur de fonds. J'étais assez déçu de leur comportement au sens large et je le suis encore pour certains, d'autres beaucoup moins d'ailleurs, et le marché a beaucoup évolué. Et donc, quand The Family m'a donné ma chance, j'ai pas hésité à être assez vindicatif par frustration évidemment, et puis aussi parce que c'était la réalité du marché. Hein, donc, quand c'est la réalité, il n'y a pas de mal à dire ce qui est vrai. Je le suis moins. Mais ça m'empêche pas de dénoncer. J'ai pas de LP, moi. J'ai pas de problème d'avoir une position politique. Je fais attention parce que je suis quand même le proxy de Xavier Niel sur les investissements startups, donc il faut quand même mettre un peu d'eau dans son vin. Mais en même temps, si je croise un investisseur qui fait de la merde, nous avec Kima, on a un pouvoir sur l'écosystème et on va l'utiliser contre ça. Et on laissera jamais un investisseur se comporter mal avec un entrepreneur. Et la raison pour laquelle je prends le côté entrepreneur versus le côté investisseur, c'est parce que c'est le métier de l'investisseur d'investir. C'est son métier en tant que professionnel. Donc, quand il a un entrepreneur qui vient chez lui pour la première fois, c'est son rôle de l'éduquer, c'est son rôle de lui apprendre les règles du jeu, c'est son rôle de le mettre à l'aise dans la situation pour maximiser la relation entre les deux. Et donc, évidemment qu'on peut, comment dire, euh, euh, dire qu'un entrepreneur est pas raisonnable ou fait une connerie ou comprend pas la situation, mais c'est aussi d'abord la responsabilité de l'entrepreneur, de l'investisseur, de lui avoir donné les règles du jeu et de l'avoir aidé à marcher sur cette ligne-là. Et donc, moi, j'ai toujours, mais toujours, quand j'ai un fight avec un entrepreneur, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que je lui ai pas dit? Quel est le lien de communication qu'on a raté qui nous permet d'être sur la même longueur d'onde, quoi. Et c'est d'abord la responsabilité de l'investisseur. Et je fais pas que du VC bashing. Cette remise en question, elle est vraie pour moi aussi. Et je suis ravi de prendre les critiques en pleine face, quoi. Ouais, puis tu disais que aussi cette période va permettre de peut-être enlever les touristes du VC, si tu t'emploies cette expression. Ouais. C'est, Même s'il y en a pas trop, il y en a moins qu'avant, donc il y en a pas trop, mais il y en a quelques-uns, donc il faut faire attention. Et puis ces crises, elles sont bien parce qu'elles permettent aussi aux gens d'être plus exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, quoi. Donc moi j'ai quelques investisseurs qui ont fait de la merde, j'en ai moins que je pense il y a 10 ans, mais voilà. Et ceux-là, je vais pas les rater parce qu'il est hors de question qu'ils mettent en péril la vie d'entrepreneurs qui prennent des risques et qui s'arrachent et qui souffrent, hein, parce que c'est dur d'être entrepreneur, il faut pas se le cacher quand même. ouais. Quelle est la bonne posture à adopter pour un entrepreneur qui avait enclenché des premiers contacts avec des investisseurs?
Écoute, la réceptivité des investisseurs est moindre aujourd'hui, donc faut faire attention. Tu peux très bien faire un petit update en disant comment tu deals avec la crise actuellement et dire que tu vas les recontacter dans un mois et demi, et refaire un point dans un mois et demi. Je pense que personne ne regrette d'avoir reçu un petit email de communication hyper transparente, hyper directe d'un entrepreneur qui a agi vite face à une situation. Donc, n'hésite pas à communiquer toi-même sur les difficultés auxquelles tu fais face et comment tu y fais face. Quel est le rendement annuel recherché par Kima? On n'a pas de rendement recherché. On sait qu'on va faire entre 2 et 3 fois la mise au bout de 8 à 10 ans sur chacun de nos millésimes, donc par an. Et en TRI, aujourd'hui, on est aux alentours, avant crise, on était aux alentours de 35%. Post-crise, on va plutôt aux alentours peut-être de 20-25% de TRI annuel. Donc, on verra. Dans quelle mesure les valeurs actuelles des boîtes sont impactées pour de bon? Elles ne sont pas impactées pour de bon, elles sont impactées pour les 18-24 prochains mois. En fait, les valos sont en fonction de la croissance, du momentum et de la compétition sur le marché. Donc, plus le marché va se remettre en ordre de marche, moins il va y avoir de friction et plus les valos vont remonter. Cette plateforme wiki qu'on est en train de créer chez Kima, est-ce qu'elle sera accessible à d'autres ou uniquement à notre portefeuille? Pour l'instant, elle sera accessible à notre portefeuille. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'ouvrir à l'extérieur après, mais c'est une pression supplémentaire à mettre sur Alexis d'un point de vue technique et déjà, vu le temps qu'il y passe, on va y aller mollo là. Comment va être impacté le CVC qui commençait à bien structurer, mais qui risque d'être beaucoup moins priorisé par les COMEX des grands groupes? Je suis bien d'accord avec toi, Mathieu. Ça va être compliqué pour les CVC d'exister vis-à-vis des COMEX qui vont dire vous avez vu, on vous l'avait dit, les startups, c'est fragile, les startups, ça fait pas de croissance, les startups, ceci, cela. En même temps, c'est probablement aussi comme ça qu'on va voir émerger les CVC qui ont une vraie raison d'exister et qui existent pour de bonnes raisons. Et ça, c'est pas mal aussi. Ça, on va mettre des tampons sur les corporates qui s'engagent sur le long terme au niveau des startups. Le deal idéal pour Kima dans les 3 à 6 mois. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que ça veut dire le deal idéal pour Kima dans les 3 à 6 mois? Tu sais, t'arrives toi, Adrien, tu as une idée là-dessus sur ce que ça veut dire? Je sais pas ce que c'est qu'un deal idéal en vrai. Ça dépend tellement de choses, tellement de critères. C'est quoi? Est-ce que tu gagnes de l'argent? Est-ce que c'est une boîte qui performe, une boîte auquel tu crois, qui te plaît? Ça peut être plein de choses, un deal idéal. Écoute, les deals, ils sont trop chers jusqu'à ce qu'ils soient pas assez chers. Donc, je sais pas quoi te dire. Le secteur. Peut-être que la personne voulait parler du secteur, quoi. Je sais pas, il faut être curieux dans le VC. Il y a plein de choses qu'on ferait jamais et tout d'un coup, on tombe sur un entrepreneur qui te parle d'un truc qui te paraît brillant et évident et que tu n'avais jamais vu avant et c'est hyper éclairant et on a envie de le faire. Ça a été le cas pour moi avec Dice.fm sur le live entertainment. Ça a été le cas avec le travel les 12 derniers mois et donc c'est la curiosité qui fait aussi les bons deals dans ce métier-là. Ouais. Ensuite, est-ce que l'on peut imaginer plus? Tu me dis, Adrien, si à un moment donné c'est trop long pour toi, Non, mais je suis content de répondre aux gens quand même. Le s'arrête automatiquement, mais là pour l'instant ça continue, donc. Ok, ne lâchons rien. Est-ce que l'on peut imaginer plus d'investissements dans des startups qui portent des nouvelles formes de consommation, tech for good, tech for trust? Évidemment, avec quelle vivacité par rapport à avant la crise, je sais pas, mais c'est sûr que ça va permettre d'accélérer. C'est comme les mouvements comme Sista, etc. pour qu'on finance plus de femmes entrepreneurs et qu'on les accompagne à être à plus rapidement faire leur pas sur le marché de la tech. On peut critiquer le fait que c'est probablement un peu trop comment dire comme font les gouvernements. Vraiment trop interventionniste, mais en même temps, si on pousse pas les choses à exister, elles n'existent pas, quoi. Quelle est la limite de la dette de trésorerie pour une startup qui prépare sa série A? Est-ce que si elle est trop massive, est-ce que ça va complexifier les séries A à la sortie de crise? Écoute, normalement, les banques et la BPI vont financer la dette dans des mesures raisonnables. Donc, ça ne devrait pas complexifier outre mesure ta série A.
sauf si t'arrives pas à faire de croissance. Et là, en fait, ta valeur d'entreprise va être dégradée vis-à-vis de ta dette et c'est un problème. Mais ça veut dire que tu es proche de la fin, quoi. Donc C'est une malheureusement. question intéressante parce qu'il y a quand même pas mal de dispositifs d'endettement qui se créent là, le prêt Le Maire, le prêt Atout, etc. Mm. Normalement, un encours bancaire et un encours BPI, il dépasse pas 500 000 euros pour une boîte, un encours BPI. Ouais. Et il est lié au fonds propre de la boîte aussi. Donc, Exact. c'est raisonnable. Maintenant, faut quand même un peu faire gaffe si tu arrives à collectionner les prix et les prêts durant cette période, de pas non plus avoir trop de remboursements à court terme. Généralement, il y a aussi des différés de remboursement, etc. Mais je pense que c'est de la maîtrise, quoi. Évidemment, on n'est pas sous LBO ou sur des boîtes qui sont surendettées. Donc, normalement, c'est raisonnable. Mais voilà, faut voir avec les nouveaux dispositifs qui se créent il va pas y avoir trop de boîtes qui ont des prêts à rembourser dans les 12, 24 prochains mois, en plus de la croissance à aller chercher, quoi, quand même. Ouais. Bah, ça va être une bonne question. On refera le point dans quelques temps. Quelle est la limite de la... Non, ça enlève rien. Est-ce que Kima va investir dans les EdTech? On regarde les EdTech, mais en fait, comme je l'ai dit, c'est un sujet compliqué en termes de go-to-market. Et donc, on cherche des modèles un petit peu explosifs, pour être honnête. De votre point de vue, certains VC et ou fonds vont-ils en profiter pour jouer sur les valorisations à la baisse ou fortement à la baisse? Les VC vont jouer un peu sur les valos à la baisse, mais notamment pas seulement par opportunisme, mais aussi parce qu'ils pensent que c'est le sens de l'histoire pour créer des écoutes historiques qui font sens sur la durée. Mais en fait, c'est pas une question de valo, c'est plutôt ils vont investir moins et donc les valos pour le même pourcentage d'ownership, donc de capital de ta boîte, et donc la valo va baisser mécaniquement. Mais c'est pas juste pour faire baisser la valo pour tes beaux yeux, quoi. C'est quoi l'investissement minimum de Kima dans une levée? C'est 50, 100 000 à peu près. Où trouver du capital croissance à court terme, 500K à 1 million? Oh putain, c'est dur comme question, ça, Sébastien. Je ne sais pas. Je pense que c'est difficile. Chez des angels, 500K, ça se tente. 1 million, c'est chaud, hein. Je vends ça. Comment? Une question là-dessus, justement, pas forcément sur trouver de l'argent tout de suite, mais au moins de trouver des contacts d'investisseurs. Tu dirais aux entrepreneurs de quand même rester en contact avec les BA, les fonds seed pendant cette période, d'essayer de nouer des contacts ou de dire non, tu arrêtes pendant 2 mois et tu reviendras dans 2 mois voir ces personnes-là. Non, mais jusqu'à la mi-mai, il faut pas nouer de contact, hein, surtout pas, hein, c'est pas le moment, hein, vraiment. Moi, je reçois des emails, j'y réponds et tout, mais les 3 quarts du temps, je fais un call et après le call, on se dit bon, on se rappelle dans 1 mois et demi, 2 mois, quoi, parce que j'ai juste la bande passante intellectuelle elle est tellement concentrée sur déjà essayer d'y voir clair dans le brouillard et deux, aider les boîtes à y voir clair aussi avec toi que Ouais. t'es pas assez concentré sur les nouveaux deals. Enfin, en tout cas, c'est moi ma position. Après, il y a probablement des gens qui se débrouillent très 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 bien parce qu'ils ont moins de deals en portefeuille et donc pour eux c'est l'opportunité de faire des deals. Mais il faut trouver ces investisseurs-là alors. Ouais, ou du côté d'investisseur, c'est aussi de se dire dans ce marasme, trouver des bonnes opportunités sur lesquelles personne va miser aussi, je sais pas. Dans la crise Ouais. des boîtes qui naissent, quoi, et d'être le premier financeur de boîtes qui naît potentiellement pendant cette période, je sais pas. Bah, ouais, moi j'y crois, hein, ça, hein. Mais c'est juste qu'il faut trouver quelqu'un qui ait la bande passante intellectuelle de voir des nouveaux deals là. Ce qui est pas Euh, du jour. ouais. Je vends un service avec abonnement annuel et ce service n'est plus utile pendant le temps de crise. Mes clients refusent le renouvellement de leur abonnement. Faut-il offrir une prolongation de l'abonnement d'une durée équivalente à celle de la crise pour mieux garder ses clients? Ce qui coûte cher, c'est d'acquérir les clients. Une fois que tu les as acquis, il faut absolument que tu les gardes. Donc, tout ce qui peut te permettre aujourd'hui de les garder pour les réactiver dans quelques semaines ou quelques mois, fais-le. Tu regretteras de ne pas les avoir fidélisés. La fidélisation, c'est en gros, c'est le cœur des métiers d'abonnement et de commerce. C'est le repeat. Le repeat, c'est la vie, quoi, parce que l'acquisition coûte cher. Donc, essaye de trouver un moyen, effectivement, de proroger leurs abonnements pendant un petit temps, le temps que ça se calme. Bonjour, les fonds privés sont-ils à la recherche d'investissements dans les industries gagnantes de ce contexte? Genre jeux mobiles, formation en ligne, etc. Bah, on cherche tous des deals gagnants, mais il ne faut pas que ce soit trop opportuniste lié à la crise tout de suite. Tu me dis, je vais faire un house party maintenant qui sera mieux qu'house party, finance-le. Je te dirais non parce que ça n'a pas de raison d'exister post-confinement. Donc, il faut faire attention à ne pas arriver avec des opportunités qui, en fait, ne sont que des opportunités de crise ou actuelles et qui n'auront pas de raison d'exister après.
Comment relancer la motivation de nos équipes? Oula, c'est très difficile ça comme question. D'abord, get together quotidien via Hangout, donc des all hands tous les jours. Il faut la gouache. 2, il faut que les gens partagent leur expérience quotidienne de ce qui s'est bien passé, mal passé, ce qu'elles ont découvert, des choses drôles qu'elles ont regardées, un peu singulières, avec leur team resserré. Et que ça, ce soit partagé au sein des groupes. Les séances de sport à midi chez PFIT hier, ils étaient 150, tu vois, c'est extraordinaire ça. Donc il y a plein de micro-actions qu'il faut mettre en place pour garder le moral au plus haut. Et après, il y a des gens qui sont plus en difficulté que d'autres face à leur situation personnelle, dans le télétravail, par rapport à où elles sont confinées. Et moi, je vous invite à les contacter chacune, une par une, à comprendre leur situation et à adapter le travail en fonction de ça. C'est maintenant qu'il faut faire preuve d'empathie et d'empathie sincère vis-à-vis de ses collaborateurs. C'est important. Quid du gaming qui était déjà en croissance et devient exponentiel avec des situations. Écoute, j'ai pas d'avis là-dessus. Le gaming, je devrais pas le dire, mais c'est quand même je suis pas sûr que c'est bien pour la santé mentale quelques minutes par jour, mais il faut pas en abuser quoi. Un business à part, Comment parler de commitment et bâcher d'autres types d'investisseurs, nous demande Charlotte, et annoncer des licenciements en masse dans les startups que vous financez. Est-ce cohérent en termes de soutien à l'économie? Écoute, moi je bâche les investisseurs qui font de la merde. Donc les investisseurs qui font de la merde, c'est ceux qui prennent des engagements qu'ils ne suivent pas, ceux qui disent des choses qu'ils ne font pas, et ceux qui ne prennent pas le temps avec les entrepreneurs avec lesquels ils discutent de comprendre quelle est leur situation pour bien réagir en conséquence. Est-ce que c'est cohérent avec le fait d'annoncer les licenciements en masse dans les startups? Oui, c'est cohérent parce que c'est brutal, mais c'est vrai et c'est comme ça. Voilà, je pense que il faut. C'est pas un manque d'empathie, hein, mais s'il y avait un truc intéressant, il y avait un bouquin que j'aimais bien qui s'appelait Un cas contre l'empathie, qui parlait de compassion rationnelle. Moi, je suis beaucoup plus pour la compassion rationnelle que l'empathie. On peut faire preuve de compassion et être très rationnel par rapport à la situation, et c'est ça que, en tout cas, moi, j'attends des investisseurs vis-à-vis de leurs entrepreneurs et des entrepreneurs vis-à-vis de leurs équipes. C'est cette compassion rationnelle. C'est important, ça. Est-ce que la plateforme sera accessible aux étudiants également? Écoute, je sais pas encore, Axel. Rémi, à quel type de projet vont profiter des enseignements de l'épidémie du coronavirus? Je sais pas encore, Rémi, c'est difficile. J'ai pas de boule de cristal. Kevin, est-ce que tu penses que mettre des salariés en activité partielle pourrait nuire à leur rétention à la reprise? Ça, c'est certain. Mais comme tu ne sais pas qui et dans quelle mesure, et que c'est d'abord ta situation de cash et faire survivre ta boîte qui compte, si tu dois le faire, fais-le, quoi. Tu vois, c'est important de pas se mettre, il faut te mettre pas les œillères en disant non mais le chômage partiel c'est horrible, ça va nuire à la rétention. C'est probable, mais en même temps c'est la vie du business quoi, et à la fin le business win, donc faut faire très très attention à ça. Et c'est une réflexion qu'on a eue avec plusieurs boîtes qui veulent pas mettre les gens en chômage partiel, et il y en a qui vont avoir raison, il y en a qui vont le regretter. Mais celle qui est morte, elle est morte pour de bon, la boîte. Hein, donc, c'est triste, quoi. Christophe, titre du bouquin sur la comparaison rationnelle, ça s'appelle A Case Against Empathy. Alors, le bouquin est insupportable. Hein. Le mec, je le trouve littéralement insupportable, mais le principe en tant que tel est intéressant. Voilà. Donc, vous formalisez pas si vous trouvez le mec insupportable. Il est insupportable, mais son cas est juste et intéressant. Bon, et toi, sur ton bouquin, tu peux pas rajouter un Medium Post chapitre exceptionnel confinement que je te disais au début, mais ouais. mes conseils de productivité en confinement. Il y a tellement de gens qui ont écrit sur comment être bien confiné que je pense que ce serait un excès de zèle probablement surfait. Non, si tu tapes Google ou sur Twitter best practice of confinement best practice, à mon avis, tu trouves 15 emails, 15 posts Medium ou Substack d'entrepreneurs américains qui font ça comme des champions. Hein. Martin, pourrez-vous nous éclairer sur les conséquences de la situation sur le financement de nouveaux projets?
tour de site, business angel. Écoute, Martin, ne cherche pas d'argent pour les 4 à 6 semaines qui viennent, laisse-nous atterrir et dans 4 à 6 semaines, tu pourras recontacter des business angels. Suis la bourse aussi parce que les business angels ont une partie de leur patrimoine là-dessus. Et mieux la bourse se va et plus ils seront à même de répondre aux entrepreneurs qui ont besoin de financement, quoi. En termes de nouveaux investissements, nous demande Martin encore, dans les prochains mois, vous poursuivez, mais en étant plus sélectif, c'est vrai. Est-ce que vous allez vous concentrer sur des projets deep tech versus low tech? Oui, sur les projets deep tech, tout à fait, parce que c'est ceux qui ne sont pas dépendants de la crise et qui seront des projets sympas à financer en série A dans 18 mois. Est-ce que je peux développer sur le réajustement de la stratégie d'investissement? C'est juste que par défaut, on va regarder des sujets plus produits, plus tech, qui sont plus longs à mettre en place et qui auront une stratégie de go-to-market qui devrait être mature dans 6 à 12 mois. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder le reste. C'est juste que les boîtes qui vont venir nous voir et qui sont sur des stratégies de go-to-market B2B ou même consumer là dans les mois qui viennent vont avoir plus de mal. Donc naturellement, leur niveau de croissance probablement va être moins explosive. Et en revanche, si on voit des boîtes qui se comportent très très bien dans cet environnement-là, bah, on sera hyper chaud pour les financer parce que ça veut dire qu'elles sont comment dire immunes à la crise. Céline, les grands groupes sont-ils prospectables pendant la crise? Je ne sais pas s'ils sont prospectables, Céline, les grands groupes. En revanche, en market et user research, les gens sont un peu plus disponibles. Je conseille à nos boîtes de prendre le temps pour faire du customer success, de prendre le temps pour comprendre le persona des gens qu'ils ont en face d'eux, parce que ces gens-là, s'ils sont pas complètement occupés maintenant, ils seront probablement plus ouverts à une discussion à bâton rompu. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire dans ce sens-là. Et si vous avez des outils que vous pouvez leur mettre dans leurs mains gratuitement, qui ont des effets immédiats, faites-le. Faites-le. Il ne faut surtout pas hésiter. Est-ce que tu penses que mettre... Alors ça, on a répondu à Kevin. Jamel, je retente. Et le secteur de la mobilité. Jamel, le secteur de la mobilité, putain. Alors, aujourd'hui, c'est au point mort, mais dès la fin du confinement, ça doit repartir. Le besoin reste là, tu en penses quoi? Bien sûr que le besoin reste là et bien sûr que ça va repartir. Le secteur de la mobilité, c'est un secteur qui est comme le commerce, qui est là pour rester. Il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être que ça va même nettoyer un peu le secteur, on va voir. Ça va être intéressant de voir un peu comment ça évolue. L'avantage du secteur de la mobilité, c'est qu'il y a beaucoup de jobs qui sont des jobs d'intérimaires et donc à poste variable. Donc, même si là, il m'a arrêté ses opérations dans 80% de ces zones, et si ça va leur coûter cher parce que il faut que le parc tourne pour générer du cash, en termes d'effectifs, tu arrives rapidement à ajuster. Vincent, repose, tu l'as lu sans répondre, pardon. Quid des services autour du gaming et de l'e-sport qui était déjà en croissance et devient exponentiel avec la situation? Ça veut dire quoi, quid? De toute manière, le secteur de l'e-sport et du gaming sont des super secteurs. Est-ce que ça va mettre en exergue certaines plateformes? C'est sûr. Nous, on a dans notre portefeuille une boîte qui s'appelle Powder.gg, qui est une plateforme qui est un peu le successeur de Twitch, et je pense que ça va être extraordinaire pour eux. Catherine, le fait que le confinement soit rallongé change quelque chose pour Kima? Écoute, non, ça change rien. Ça change surtout pour nos boîtes, mais nous, Kima, on est dans une position où on peut se permettre d'attendre un peu. C'est nos boîtes, malheureusement, qui peuvent pas toujours se permettre d'attendre. Je crois qu'on a répondu je vais quand même vérifier qu'on a répondu à tout le monde. Étienne, Jean, à quel moment dans la création préfères-tu intervenir? Alors, Pré-Seed, j'adore. Seed, encore plus. Et Série A, à la marge, sur des boîtes extrêmement ambitieuses. Y a-t-il une tendance au rapprochement de startups concurrentes? Ça, tu l'as posé, la question, Adrien. Évidemment, mais par contre, il faut que les CEO se mettent pas sur la gueule. Il faut qu'un CEO prenne le pas sur l'autre. Philippe, merci beaucoup pour ces infos. Je serais ravi de pouvoir échanger en direct avec vous. Fais-moi un mail, je réponds à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment être un nanan? Quid du gaming, le deal idéal, le secteur de la mobilité, trouver du capital,
Ah, on a pas mal répondu. Waouh, on a tout fait là, quasiment. Là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Où est-ce qu'on peut te trouver sur le live château, en direct du château? C'est quoi Ah oui, tous les jours, 4 jours par semaine à peu près. Je suis sur storm.audio, enfin .live d'ailleurs, je crois. On peut le mettre dans En le audio. groupe. Ouais, je suis en train de regarder. Enfin, vous téléchargez. Ouais, attendez, je regarde. Parce qu'en même temps que je te parle, en fait, que je dis pas de bêtises. Alors, c'est en podcast et sur Spotify, c'est retransmis tous les jours. Je publie le live. Mais autrement, vers 11h30, donc là aujourd'hui on était avec notre ami Adrien, mais tous les jours sinon à 11h30, je suis ici sur storm.live @2LR, je réponds aux questions en direct et je vous donne un petit état de la situation des boîtes et je parle de quelques sujets de nos startups et voilà, ça dure une petite heure, c'est 3-4 fois par semaine. Et l'objectif, c'est de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions par email avant. Je suis content d'y répondre. Et tout ça est rediffusé après en podcast sur toutes les plateformes que vous connaissez. Il va falloir tenir le rythme si le confinement dure un peu, mais. Ouais. Toi, tu fais ça tous les jours, Adrien? Ouais, tous les jours à 11h. On a c'est beau. toujours. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a des gens assez stylés sur la BPI. Justement, tu parlais de l'organisation interne. On va avoir sûrement des gens bien haut placés de la BPI. On va les challenger justement sur comment vous allez suivre les comités de financement dans un mois. Il va y avoir 150 dossiers à traiter en 1 heure. C'est quoi vos outils, votre stack pour répondre à tous les entrepreneurs? Oh putain, ça va être hyper intéressant ça. Et tu fais quoi? Tu les enregistres et tu les rediffuses après Ouais. les lives? On les rediffuse, on les met sur le Medium. Donc moi j'ai un Medium Post où je les mets tous. Et puis il y a d'autres VC. On essaie d'avoir des institutionnels. On a une administratrice judiciaire la semaine prochaine. Donc ça c'est intéressant parce que les entrepreneurs ne savent pas forcément comment anticiper des procédures d'entreprise en difficulté. Et il y a des solutions qui existent. C'est pas parce qu'on fait plus de cash que la boîte ferme du jour au lendemain. Il y a des procédures de sauvegarde. Il y a des mandats judiciaires qui peuvent exister. Donc ça va être un peu intéressant de voir s'il y a quelque chose à tirer de ça. Et puis après, on va suivre au fur et à mesure des releases du côté de la BPI et des aides publiques, ce qu'il y a, et puis des tendances au confinement rallongé ou pas. On va essayer de s'adapter, d'être agile comme tout le monde, quoi. Donc, n'hésitez pas tous les jours. Voilà, il y a de quoi faire. Cool. J'ai essayé de répondre à quelques personnes qui avaient qui avaient envoyé des dernières questions. Quel est le titre du podcast sur Spotify? Ça s'appelle Radio Château. Alors pourquoi Radio Château? Alors parce que j'ai une particule et qu'elle sert à rien, donc faut bien faire quelque chose. Et parce que je suis à Châteauneuf, Grasse, et donc comme c'est à Châteauneuf, voilà, c'est venu comme ça. D'où le Radio Château et Étienne. Mon email, c'est facile, c'est jean@kimaventures.com. Tac. Adrien, c'était sympa. Très cool, Jean, merci. On a encore 110 personnes. Merci à toutes et à tous. Bon courage. Mot de la fin, bon courage à tous. Hein, je pense. Lâchez rien. C'est dans la merde que les gens se révèlent. C'est maintenant. Allez-y. Exactement. Trop bien. Merci, à bientôt. Jean. Salut. Salut. Bye bye.